Bonjour à tous et merci d'être là. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc on va changer radicalement de registre par rapport à la présentation précédente et on va parler de stockage de déchets radioactifs. Et bon, l'idée c'est de vous donner quelques repères très généraux sur ces questions qui nous concernent. Et ensuite d'aborder un certain nombre de problématiques de nature scientifique essentiellement, qui se posent autour de la question du stockage des déchets radioactifs, en allant progressivement vers les mathématiques appliquées pour terminer cette présentation par quelques éclairages sur des apports possibles des mathématiques appliquées autour de ces questions-là. Donc pour commencer, les repères donc, sur la radioactivité, ensuite entrer en matière progressive, les déchets radioactifs, puis la gestion des déchets radioactifs. Alors, beaucoup de figures de mon exposé en fait sont empruntées sur le site de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, un site qu'elle édite qui s'appelle déchetsradioactifs.com. Ensuite, un autre site qui vous donne beaucoup d'informations, c'est laradioactivité.com. Et au niveau européen, vous avez le site que je vous indique. Alors, bon, la radioactivité, donc, ça a été découvert à la fin du 19e siècle suite aux travaux de Becquerel et de Pierre et Marie Curie. Et essentiellement, donc, elle résulte de l'émission de plusieurs types de rayonnements. Je ne vais pas rentrer dans les détails physiques. Suite à la désintégration d'atomes instables qu'on appelle les radionucléides et que j'abrégerai par RN. Alors, une notion importante est celle de demi-vie, puisque l'activité d'un radionucléide diminue spontanément avec le temps et la durée au bout de laquelle cette activité est divisée par 2 s'appelle la demi-vie. Et un point très important, c'est que vous voyez, vous avez une très grande disparité d'échelle temporelle associée à ces demi-vies, puisque pour le tritium, H3, vous avez 12 ans à peu près, et pour l'iode-129, 16 millions d'années. Alors, donc, la radioactivité se mesure en becquerel, qui est tout simplement le nombre de désintégrations par seconde, mais en fait, les effets biologiques de la radioactivité sur les êtres vivants se mesurent dans une autre unité qu'on appelle le sievert, qui résulte de calculs assez complexes que je ne détaillerai pas ici. Je vous donne juste quelques chiffres qui vous donnent les ordres de grandeur. En France, l'exposition moyenne est estimée à 3,5 millisieverts par an. Voilà. Donc ça, c'est la dose que vous prenez annuellement en séjournant dans notre beau pays qu'est la France. Bon, alors cette dose, on peut la décomposer en 2 grands volets. Finalement, une dose d'origine naturelle, alors qui est très variable dans le territoire, mais bon, là en moyenne, et elle est estimée à 1,1 millisieverts par an. Et puis par ailleurs, donc les activités, pardon, c'est le contraire, ça c'est 2,4, et par contre d'origine anthropique, donc essentiellement liée aux activités humaine, 1,1 millisievert. Et puis aussi pour vous donner donc quelques expositions, une radio pulmonaire, 0,3 millisievert, un aller-retour Paris-New York, puisque vous êtes dans les hautes couches de l'atmosphère moins protégées de certains rayonnements, ça vous fait 0,06 millisievert. Donc avis aux voyageurs fréquents. Alors, les usages de la radioactivité sont multiples. Bon, il y a bien sûr tout le secteur de la défense, ensuite l'électronucléaire, également l'industrie hors électronucléaire avec des processus d'extraction, de contrôle non intrusif, d'industrie agroalimentaire. Donc là, il y a quelques images. Là, bon, ça, c'est les aliments qu'on stérilise. Ça, c'est plutôt la médecine. Ça, c'est une centrale nucléaire. Et puis ici, vous voyez, pour des datations, la grotte de Lascaux ici. Alors, quelques jalons historiques, donc plutôt sur les usages de la radioactivité. Donc Irène et Frédéric Joliot-Curie, 1934, créent le premier atome radioactif. Quelques années plus tard, Otto Hahn découvre la fission de l'uranium. Et en 1942, Enrico Fermi conçoit la première réaction en chaîne contrôlée. Et en France, le premier prototype de réacteur nucléaire français, c'est la pile Zoé à Châtillon, 1948. Alors de nos jours, donc devant toutes ces activités liées au nucléaire, donc il y a une autorité qu'on appelle l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire, qui contrôle au nom de l'État l'ensemble des activités nucléaires civiles en France. Alors, donc notamment les centrales nucléaires d'EDF, les installations du CEA, le transport des matières radioactives, les activités nucléaires en médecine, en recherche, etc. Donc l'ASN a plusieurs missions, bien sûr celle d'informer les citoyens. L'ASN publie également des rapports annuels sur l'état de la sûreté nationale et de la radioprotection. Et elle s'appuie sur les expertises scientifiques de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors, venons-en maintenant aux déchets radioactifs. Donc pour l'instant, on a un petit peu cerné le premier mot-clé qui était radioactivité. Alors maintenant, les déchets radioactifs. Alors,
déjà une première nuance entre déchets et matière. Les déchets radioactifs donc, sont des substances bien sûr radioactives, mais pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée. Ce qui donc les met dans une position différente des matières radioactives pour lesquelles une telle utilisation pourrait être prévue ou envisagée. Alors là aussi quelques chiffres qui, par leur normalisation, sont peut-être un petit peu édifiants, ou en tout cas ne peuvent pas laisser indifférents. Voilà, donc si vous prenez la production nationale en France de déchets radioactifs par an et par habitant, ça fait 2 kilos. Donc voilà. Vos 2 kilos de déchets radioactifs annuels. Donc c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses, mais c'est toujours quand même frappant de faire cette normalisation. Vous pouvez mettre ça en regard d'autres types de déchets, 390 kilos d'ordures ménagères par an et par habitant en France, et 2,5 tonnes de déchets industriels. Alors, ces déchets radioactifs, donc, on réalise de façon très soignée des inventaires, donc tous les 3 ans. Et à ma connaissance, mais Frédéric Plat de l'ANDRA qui interviendra dans la table ronde tout à l'heure pourra actuellement compléter. Donc, à ma connaissance, le dernier inventaire de 2010 donc, fait état de 1,3 million de mètres cubes en équivalent conditionné de déchets pour... Vous donnez un ordre de grandeur de ce que c'est qu'1 million de mètres cubes, ça remplit la moitié du Stade de France. D'accord, voilà. Pour le Stade de France, hop, ça fait la moitié qui est remplie. Voilà. Alors, ces volumes se répartissent de façon très contrastée selon les 5 grands secteurs économiques que j'ai présentés, avec l'électronucléaire qui domine largement ces volumes avec à peu près 2/3 du volume. Alors un autre point important, c'est que ces déchets sont de types très différents et il y a une classification de ces déchets qui utilise 2 paramètres essentiellement. D'une part, leur niveau d'activité, essentiellement donc des becquerels, et d'autre part, leur durée de vie, comme je vous ai exposé dans le premier transparent. Alors, tout d'abord, en haut, vous avez la haute activité, donc c'est plusieurs milliards de becquerels et c'est essentiellement des combustibles usés en provenance de l'industrie électronucléaire, donc ça c'est indépendant de la durée, ainsi qu'en bas ici la très faible activité. Et puis au milieu, donc, vous distinguez par exemple la moyenne activité à vie longue, également issue essentiellement du traitement des combustibles usés, la faible activité à vie longue, qui sont essentiellement des déchets graphites, des réacteurs de première génération, et puis des faibles et moyennes activités à vie courte. Donc, vous avez essentiellement 5 grands types de déchets. Et si maintenant vous regardez la répartition des volumes, non plus par secteur économique, mais par grands types de déchets, donc vous constatez un inventaire, là c'est des pourcentages très différents, puisque vous voyez la grande partie des déchets, c'est de la faible et moyenne activité à vie courte, et que la haute activité qui contient 97% de l'activité, c'est 0,2% du volume. Donc ça ne remplit plus tout le Stade de France, mais voilà, l'activité est très importante pour ces déchets-là. Alors, on essaie également de se projeter dans l'avenir. Alors, ce n'est pas un avenir très lointain. Pour l'instant, je vous parle juste, vous voyez, 2020, 2030. Donc, se projeter dans l'avenir, ça demande d'élaborer des scénarios. Des scénarios, ça demande de faire des hypothèses sur l'évolution, par exemple, du parc électronucléaire, des allongements éventuels de la durée de vie des centrales, du traitement ou non des combustibles usés. Donc, sous la base d'hypothèses, donc gardez en tête qu'il y a beaucoup d'hypothèses derrière les chiffres. Donc, ne vous laissez pas trop impressionner par les chiffres, mais pensez toujours aux hypothèses qui ont conduit à ces chiffres. Donc, vous voyez quand même un volume en millions de mètres cubes qui augmente. Bon, donc ça c'était les déchets radioactifs. Alors maintenant, nous allons parler de la gestion de ces déchets radioactifs. Alors, en France, on a une loi de programme qui date du 28 juin 2006 qui fournit le cadre législatif pour la gestion des déchets radioactifs et qui fait suite à la loi Bataille de 1991. Et donc, en particulier, les recherches et les études relatives aux déchets sont conduites selon 3 axes. Alors, le premier, c'est donc la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue, donc plusieurs dizaines de milliers d'années, voire plus. Le deuxième axe, c'est le stockage réversible en couche géologique profonde. Donc, c'est sur ça que je vais continuer mon exposé. Et le troisième, c'est l'entreposage. Je dirai 2 mots tout à l'heure sur cet axe-là. Et donc, l'ensemble de ces activités de R&D sont évaluées régulièrement par une commission qu'on appelle la CNE, Commission nationale d'évaluation, qui est composée de 8 personnalités qualifiées et de 4 experts scientifiques. Alors, je mentionne également des modes de gestion, entre guillemets, historiques,
par exemple l'immersion dans l'Atlantique. Il y a eu 2 campagnes en 67 et 69, la France n'ayant, entre guillemets, contribué que pour 14 000 tonnes sur les 150 000 tonnes qui ont été immergées donc, au large du golfe de Gascogne, là où il y a les fosses de l'Atlantique. Voilà, donc je dis simplement, ça fait un petit peu réfléchir. On espère que ce qu'on fait aujourd'hui ne sera pas considéré dans 50 ans comme historique. Voilà. Alors, maintenant, donc, sur la gestion des déchets radioactifs, alors sur l'axe 1, c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est pilote sur cet axe, donc ce qui concerne la séparation et la transmutation. Et sur l'axe 2, donc c'est l'ANDRA que j'ai mentionné tout à l'heure, et qui est donc représenté par Frédéric Plat pour la table ronde tout à l'heure, qui est pilote, avec notamment la conception et l'exploitation des centres de stockage, la gestion durable des déchets radioactifs, l'inventaire national, dont je vous ai présenté quelques chiffres tout à l'heure. Alors, je dis juste un mot de l'entreposage. Alors, la différence entre un stockage et un entreposage, c'est quoi? C'est qu'un entreposage consiste à placer les matières ou les déchets radioactifs à titre temporaire. Alors, ça peut être 50 ans, 100 ans, mais quelque part, on a dans la tête qu'à un moment, il faudra bien les retirer et en faire quelque chose d'autre. Alors que le stockage a, lui, vocation à conserver ces déchets de manière définitive, et donc en particulier sans nécessité d'intervention humaine pour superviser ce stockage. Alors un autre mot qui a son importance et qui est apparu également dans les transparents précédents, c'est la notion de réversibilité. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai parlé de stockage réversible de déchets radioactifs. Alors dans ce contexte, la réversibilité fait référence à la possibilité de retirer les déchets du stockage pour une durée limitée. Alors la durée n'est pas encore fixée, c'est la loi qui va fixer cette durée. Un ordre de grandeur raisonnable semble être 100 ans. Ce qui veut dire que les générations futures auront une centaine d'années pour éventuellement changer d'avis, se dire que nous avions travaillé de façon historique, retirer les déchets, voilà. Mais cette possibilité, évidemment, c'est pas que à l'échéance de 100 ans, tout à coup, la possibilité disparaît. C'est une disparition progressive de cette possibilité, due essentiellement à la dégradation de tout un ensemble de barrières ouvragées, etc., qui ont été construites par l'homme pour se protéger de ces déchets. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante, la réversibilité. Voilà ce qu'elle veut dire. Alors, sur le stockage, bon, là aussi, il y a plusieurs types de stockage. Nous, on va s'intéresser surtout au stockage profond. Mais je mentionne également le stockage de surface. Alors, le stockage de surface, c'est essentiellement pour les très faibles activités et les faibles et moyennes activités à vie courte. Et en France, actuellement, il y a 2 centres qui sont exploités dans l'Aube, le département de l'Aube. Il y en a un qui a été exploité donc, dans le département de la Manche. Ensuite, il y a le stockage à faible profondeur qui a vocation à accueillir les déchets faible activité à vie longue. Et qui est actuellement à l'étude. Donc il y a eu un échec en 2009 suite au retrait de candidature de communes qui étaient candidates pour accueillir un tel site. Donc actuellement, les choses reprennent progressivement. Et donc ce qu'on va regarder plus en détail dans cet exposé, c'est le stockage profond et qui a vocation à accueillir, vous voyez, les déchets de haute activité ou de moyenne activité à vie longue. Et là, donc une échéance importante, c'est en fait l'année prochaine, en 2014. Donc j'y reviendrai dans un instant. Alors, le stockage en couche géologique profonde. Alors, historiquement, donc je dirais que les 2 éléments clés, c'est d'une part le dossier remis par l'ANDRA à l'État en 2005, qui établit la faisabilité technique d'un tel stockage pour ce type de déchets. Et suite à ce dossier, donc une loi a été élaborée, celle du 28 juin 2006, qui considère ce mode de gestion comme la solution actuellement de référence. Ça ne veut pas dire que nécessairement on va le faire, mais que toute solution alternative est évaluée à la lumière de cette référence-là. Voilà donc la situation actuelle suite à ce qui s'est passé en 2005-2006. Alors ça, c'est juste des photos des centres de stockage. On voyait une forêt avec un centre de stockage, donc juste peut-être quelques chiffres. Donc voilà, le premier était en 92, donc 95 hectares, le deuxième un petit peu plus petit, pour les très faibles activités dans l'Aube, avec donc qui concernent 2 communes. Et bon, la France était le premier pays au monde à se doter d'un tel site. Voilà. Alors maintenant, j'en viens, toujours par cette démarche un petit peu de cerner progressivement le sujet de mon exposé, au stockage profond de déchets radioactifs.
Alors donc là, l'élément clé de cet axe-là, c'est le projet CIGEO. Alors CIGEO, ça veut dire Centre industriel de stockage géologique, hein, qui est porté par l'ANDRA, et qui, il faut le savoir, est en fait un des plus gros projets industriels français actuels, hein, vu son ampleur, ses financements. Alors il est localisé donc à cheval sur 2 départements, dans l'est du bassin parisien. Donc, vous avez ici une carte du bassin parisien avec Paris ici, Bar-le-Duc, Nancy, les Ardennes, les Vosges, la Bourgogne, et puis ici, voilà, la localisation, non pas du stockage, mais du laboratoire souterrain qui est en train donc d'étudier le site qui pourrait accueillir le stockage. Alors, un point intéressant, donc à mettre un peu en regard de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est les volumes prévisionnels. Pour CIGEO, et en particulier de voir que 30% des déchets haute activité et 60% des déchets moyenne activité destinés à ce stockage sont en fait déjà produits. Okay. Donc en fait, voilà, tout ce stockage-là, c'est essentiellement, en grande partie, pour des choses déjà produites. Hein. C'est un élément aussi de perspective important, me semble-t-il. Alors peut-être là, je vais passer rapidement, juste pour dire une démarche là aussi originale, c'est l'Observatoire pérenne de l'environnement, hein, qui essentiellement a vocation à réaliser un état des lieux de l'environnement autour de CIGEO, donc en Meuse-Haute-Marne, et de conserver la mémoire de cet environnement, et qui est une démarche unique en son genre, hein, puisqu'il s'agit quelque part, voilà, de faire une photo de la condition initiale, puis une fois qu'on met en place le stockage, si effectivement on constate des variations, il faudra bien avoir une référence, une condition initiale, pour dire, ah voilà, l'environnement, entre guillemets, non perturbé, c'était comme ça, voilà. Donc c'est une démarche assez originale qui est mise en place. Bon. Alors peut-être juste quelques mots très rapidement sur les aspects financiers, ils sont toujours présents. Alors, quelques éléments. Alors il y a eu un rapport de la Cour des comptes du 31 janvier 2012 sur le coût de la filière électronucléaire. Alors il y a peut-être eu des nouveaux chiffrages entre-temps, mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur là aussi, hein, 28,4 milliards d'euros. Voilà. Alors, le coût des transports annuels en Île-de-France, c'est 8 milliards d'euros. Okay, donc, voilà, ça fait 3 ans et demi de transport en Île-de-France, hein, ce coût, voilà, pour la gestion des déchets déjà produits. Alors, ceci dit, bon, il faut se méfier, ces évaluations sont très complexes. En particulier, bon, l'ANDRA avait proposé, selon un certain type de concept de stockage, 35 milliards d'euros en 2009. Alors, un point intéressant, c'est que les efforts de R&D sont estimés, vous voyez, à peu près à une centaine de millions d'euros par an, et qu'en fait, ce coût doit être arrêté annuellement, hein, par le ministre en charge de l'énergie, parce que sur la base de ce coût, qui résulte donc d'estimations, de calculs, etc., eh bien, les producteurs de déchets doivent provisionner dans leur compte en vue du stockage. Et donc, ça se traduit, hein, par... le devis actuel se traduit par des provisions qui peuvent atteindre plusieurs milliards d'euros et qui prennent la forme, je cite, de constitution progressive d'actifs dédiés. Voilà. Bon. Alors, une autre façon de normaliser les choses bon, là aussi, c'est des estimations, donc c'est que ce serait de quelques pourcents du coût de production du mégawatt-heure. Voilà. Alors, les échéances. Donc, en fait, un débat public a démarré. Donc, je vous rappelle que la loi Barnier, là, de février 1995, prévoit l'association et la participation du public à l'élaboration des grands projets d'aménagement. Et que le but du débat public, c'est d'informer les citoyens, d'assurer l'expression la plus large possible, d'éclairer le maître d'ouvrage, etc. Voilà. Alors ensuite, donc les prochaines étapes, c'est en 2014 la demande d'autorisation de création. C'est pour ça que je vous disais qu'une échéance importante interviendrait sous peu. Un projet de loi sur les conditions de réversibilité en 2016, donc d'ici 2-3 ans. Et une mise en service prévisionnelle en 2025, c'est-à-dire, hein, d'ici une douzaine d'années. Alors, quelques éléments de
perspective internationale. Donc il y a une directive européenne qui impose en fait à tous les pays membres d'avoir un plan national, un programme national de gestion de leurs déchets. Alors peut-être les pays les plus avancés en Europe, c'est alors en Suède où il y a 3 centrales, 10 réacteurs qui prévoient un arrêt progressif du nucléaire, mais qui prévoient également un stockage dans du granit des combustibles usés, donc sur le site de Forsmark à partir de 2025. Donc si le scénario précédent est respecté, ça veut dire que la France et la Suède commenceront à stocker des déchets à peu près à la même époque. Mais 5 années auparavant, la Finlande normalement aura déjà commencé, puisque sur l'île de Onkalo, donc là aussi dans le granit, la Finlande prévoit de stocker des combustibles usés et des déchets de haute activité à partir de 2020. Donc la Finlande serait le premier pays à commencer à enfouir, donc en couche géologique profonde, de tels déchets. Voilà. Donc la Finlande qui possède 2 centrales et 4 réacteurs. Voilà, donc, puis peut-être aux États-Unis, qui disposent de 65 centrales et une centaine de réacteurs. Bon, il y a eu les études sur le site de Yucca Mountain qui donc ont été arrêtées en 2010. Et par contre, les États-Unis ont 3 sites de stockage faible activité à faible profondeur. Bon, alors maintenant, continuons notre démarche. Nous quittons un petit peu les aspects généraux, les repères économiques, sociétaux, industriels, et allons voir de plus près ce que c'est que la roche haute, où on viendrait donc déposer ces déchets. Alors c'est une roche de type argile, alors c'est une argilite qui a été formée il y a 165 millions d'années. Elle est située à 500 mètres de profondeur et son épaisseur n'est pas très importante, c'est uniquement une centaine de mètres, ce qui en particulier a comme conséquence que les galeries de stockage sont plutôt positionnées de manière horizontale et non pas verticale pour bien profiter de l'épaisseur de garde de cette couche. Alors cette couche elle a beaucoup de propriétés favorables, circulation d'eau très lente. Alors pour vous donner les ordres de grandeur, une goutte d'eau se déplace d'1 centimètre tous les 10 000 ans à peu près, donc voilà, c'est très lent. Mais je reviendrai sur ces aspects de temporalité dans quelques transparents. Ensuite, il y a aussi des propriétés de rétention des radionucléides, des bonnes propriétés de résistance mécanique, un environnement géologique stable, pas de tremblement de terre a priori, des choses comme ça. Pas de ressources aussi qui donneraient l'envie à quelqu'un qui ne saurait plus qu'il y a un stockage qui a été créé en 2025, d'aller creuser pour trouver des ressources. Il n'y a pas beaucoup de ressources là-bas, en tout cas, nous n'en voyons pas. Voilà. Alors, les principes généraux, c'est donc, comme je vous l'ai dit, on creuse un réseau plurikilométrique de galeries dans la roche haute et on va compléter ça par des installations de surface et des descendries. Alors, la roche haute est vraiment la barrière de confinement. Alors, s'y rajoutent d'autres barrières manufacturées, mais celle-ci ne joue un rôle qu'à court terme. J'y reviendrai dans un instant. En particulier, bien sûr, les déchets sont conditionnés dans des enrobés bitumineux, des matrices de verre. Ensuite, on les met dans des conteneurs. Vous avez ici des photos, soit en béton, soit en acier. Et puis ensuite, les galeries sont également recouvertes de barrières ouvragées à l'entrée le long de galeries pour assurer de nouvelles barrières de confinement. Mais toutes ces choses manufacturées par l'homme ont une durée de vie qui est ce qu'elle est et qui, en tout cas, est bien en deçà des échelles de temps liées à l'activité de certains radionucléides. En effet, l'horizon ultime est le million d'années, voire plus, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. C'est un des principaux radionucléides qui est relâché, c'est l'iode 129, dont je vous ai parlé dans le premier transparent, et dont la demi-vie dépasse le million d'années. Alors là aussi, juste pour remettre un petit peu les échelles, là, donc 65 millions d'années les dinosaures, les Alpes apparaissaient il y a 40 millions d'années et Homo sapiens il y a 30 000 ans. Voilà. Alors je dirais que philosophiquement, bon, pour résumer les choses de façon très très simplifiée, c'est que à cette échelle de temps, on se dit que le monde souterrain est plus stable que le monde en surface. Il peut se passer plein de choses en surface, mais dans le monde souterrain, sur 1 million d'années, se passerait moins de choses. Bon, c'est, je dirais, une des idées un peu simples comme ça qui plaide pour le choix d'un stockage souterrain plutôt qu'en surface. Bon, ça peut se discuter. Alors, à ces échelles-là, vous avez une question aussi très intéressante qui est comment transmettre l'information aux générations futures. Puisque la transmission classique, que ce soit par le langage, par l'utilisation d'images ou de symboles, ne peut pas être envisagée sur des durées allant au-delà de quelques siècles. Donc là, il y a toute une question qui se pose. Vous pouvez par exemple penser aux pyramides qui ont 5000 ans et dont nous comprenons peu ou prou, mais on ne peut pas dire complètement leur signification. Nous la comprenons
partiellement, on va dire, c'est 5000 ans. Et puis, qu'on a vu les pyramides, la première chose qu'on a eu envie de faire, c'est de rentrer dedans pour aller prendre les choses qui y étaient et les considérer comme des trésors. Donc, quelque part, il est difficile voilà, de concevoir un grand message. Attention, ne pas rentrer ici, danger. Voilà. Et puis, il faut aussi penser à la régression technologique. Voilà, la technologie, ce n'est pas un grand boulevard qui n'est fait que de progrès. Il est possible qu'on oublie des choses, qu'on ne sache plus faire, etc. Donc, quelque part, c'est pour ça que la roche haute, quelque part après, est entre guillemets en roue libre et assure l'unique barrière de confinement à des échelles qui dépassent tout ce que l'homme peut concevoir, c'est-à-dire la dizaine de milliers d'années. Alors, les différentes phases du stockage. Donc 100 ans, on va dire, c'est l'intervention humaine, exploitation, surveillance. 1000 à 10 000 ans, une deuxième grande phase. Donc vous voyez, c'est des échelles de temps logarithmiques. Retour à l'équilibre. Il y a eu des perturbations à cause du creusement des galeries, etc. Donc les perturbations, il y a un sigle, la THMCR. Ça veut dire thermique, parce que ça chauffe les déchets. Hydraulique, parce qu'en creusant, eh bien, on crée des fronts, il y a du gaz aussi qui peut pénétrer, mécanique, bon voilà, chimique et radioactif. Et comme je vous l'ai dit, toutes les barrières, je veux dire, aucun constructeur ne vous fait un conteneur en béton ou en acier et vous dit, voilà, dans 100 000 ans, de toute façon, il ne sera plus là, donc inutile qu'il vous promette quoi que ce soit. Donc, dégradation des barrières d'origine humaine, il ne reste plus que la roche. Et donc, le scénario, c'est une lente migration des radionucléides à travers la géosphère vers les exutoires. Donc, il y a un petit peu de radionucléides qui atteignent les exutoires et une question qui se pose, c'est ensuite, et qui, à mon avis, est encore... disons relativement ouverte au niveau de la modélisation, c'est comment se transfère-t-il dans la biosphère, parce qu'il y a des modèles, et souvent les incertitudes qu'il y a dans cette partie, dans ce compartiment-là, sont plus importantes que tout l'effort qu'on déploie pour modéliser cette migration dans le milieu géologique sur du million d'années. Alors l'impact estimé, ça c'est fixé par la loi, il y a un chiffre magique, c'est 0,25 millisieverts par an. Voilà, l'impact du stockage doit être calculé de façon à ce qu'il soit inférieur à ce seuil. Je vous rappelle, c'est donc à peu près 10% de la dose annuelle actuelle, qu'elle soit d'origine naturelle ou artificielle. Alors, bon, il y a un laboratoire souterrain qui étudie de manière très précise la roche. Donc, il est à Bure, dans la commune de Bure, en Meuse-Haute-Marne, 300 personnes, 30 km de carottes, 890 galeries et des visites possibles. Si vous avez envie de faire un tour voilà, dans la Meuse-Haute-Marne, vous pouvez visiter le laboratoire souterrain. Il faut réserver au préalable. Voilà. Alors la recherche amont, donc un petit peu voilà, d'administration, de structuration de la recherche amont. Alors donc le CNRS y a contribué. Alors tout d'abord par le biais du programme PATCHEN. Donc sur l'amont du cycle électronucléaire qui a duré jusqu'en 2011 et puis ensuite donc utilisant des mots-clés plutôt à la mode, donc un grand défi NEETS. Alors NEETS, c'est nucléaire, énergie, environnement, déchets, société. Voilà, donc cela structure l'action du CNRS dans ce domaine-là et ça se fait en partenariat avec les différents acteurs industriels. Alors peut-être plus intéressant pour nous, les exemples de thématiques scientifiques. Là, je liste de façon pour l'instant très large. Alors, tout ce qui est caractérisation de la roche haute, alors on va de l'échantillon centimétrique au massif géologique, les couplages entre la thermique, l'hydraulique, la mécanique, la chimie, etc. Les transferts dans le sous-sol vers les écosystèmes et la biosphère. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourraient être faites dans ce domaine. La physico-chimie des radioéléments aux interfaces et en solution. Les matériaux innovants en conditions extrêmes, puisque voilà, c'est donc des matériaux qui vont être en contact avec des déchets à très haute activité. Et également, au niveau sciences humaines, la temporalité, le lien entre les générations, etc. Donc là aussi, il y a des questions qui se posent, des questions d'éthique, tout simplement, autour de ça. Alors les mataplis. Les mataplis, donc il y a eu, là je parle toujours un peu structuration, donc il y a eu le groupement de recherche MOMAS que Didier Brèche a mentionné en introduction, qui portait sur les modélisations mathématiques et numériques pour justement ces questions-là, et qui était membre du programme PATCHEN. Donc c'est Alain Bourgeat qui l'a créé en 2002, donc ça a 10 ans, je m'en suis occupé pendant 6 ans, et puis c'est Tony Lelièvre qui s'en occupe actuellement. Il y a un site web où vous trouverez des images, vous trouverez des informations si ça vous intéresse.
Alors, exemple de travaux présentés ci-après, c'est complètement biaisé, hein, c'est plutôt en lien avec mes recherches, donc je vous parlerai un petit peu, dans le temps qui reste, peut-être 10-15 minutes, hein, de modélisation aux très petites échelles, d'estimation d'erreurs a posteriori et d'incertitude. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres exemples importants. En particulier, je voudrais mentionner les écoulements multiphasiques. Et donc là, c'est en lien avec un projet européen, donc FORGE, Fate of Repository Gases. Les écoulements réactifs, les couplages multiphysiques, les modèles d'endommagement liés au creusement. Beaucoup d'activités également sur les schémas numériques innovants. Alors les volumes finis, où la France est très active dans ce domaine-là. Galerkin discontinue aussi. Et puis un aspect important, c'est également le calcul scientifique haute performance, hein, les préconditionneurs, décomposition de domaines, etc. Alors vous avez ici une illustration, bon c'est très simplifié, vous avez un milieu hétérogène, hein, ici c'est rectangle, c'est des hétérogénéités, vous avez une bulle de gaz qui remonte et qui se fraye son chemin à travers ces hétérogénéités. Alors les gaz c'est important parce que donc en fait par corrosion tout simplement du fer, eh bien vous avez production d'hydrogène et donc dans le stockage hein, vous avez en fait production d'hydrogène et montée en pression de l'hydrogène et donc il faut savoir prédire comment ce gaz va pénétrer dans le milieu poreux, se mélanger à l'eau qui remplissait les pores et créer donc une situation d'écoulement multiphasique. Voilà, donc c'est des choses qui ont pas mal mobilisé en fait beaucoup de collègues durant les 4 ou 5 dernières années. Alors, donc quelques transparents maintenant sur les 3 sujets que j'ai évoqués. Le premier, c'est la modélisation à très petites échelles. Donc là, on part d'un caillou à l'échelle centimétrique. Alors voilà, ça c'est photographié à un moment quand on allait à l'Andrin, il y avait un grand panier, on pouvait prendre des bouts de cailloux de la roche haute, de l'argilite du Calov oxfordien. Bon, c'est le centimètre. Et puis ensuite, vous voyez, par tomographie, rayon X, vous êtes à l'échelle du micron. Vous voyez ici des microstructures, hein, ce qu'on appelle un polycristal avec ici plusieurs phases. Et puis quand vous descendez encore 4 ordres de grandeur, vous êtes à l'échelle de l'angstrom. Là, vous voyez en fait des molécules. Alors la vision, c'est que l'argile est en fait constituée de feuillets qui sont chargés négativement à leur surface du fait d'imperfections. Et entre ces feuillets, eh bien, vous avez des molécules d'eau. Là, ici, ça va être le rouge et le blanc, et puis qui solvatent des ions. Voilà, donc ça, c'est typiquement le nanomètre, hein, ces distances-là. Et donc voilà, on a plusieurs échelles, et à quelle échelle regarder l'argile? Alors, si on se place aux très petites échelles, hein, donc on peut procéder par dynamique moléculaire. Donc, alors pour ça, il faut des potentiels d'interaction qui rendent vraiment compte de la physique, hein, qui est complexe, hein, parce que voilà, il y a des cations, il y a des surfaces chargées, donc il faut des potentiels d'interaction à la fois intermoléculaires, mais également avec les parois, donc qu'il va falloir décrire précisément. Donc ça fait c'est tout un savoir-faire hein, là derrière. Et des exemples d'applications, c'est par exemple le calcul de coefficients de transport. Et des contributions des mathématiques appliquées, ça peut être par exemple le développement méthodologique. Par exemple, là, j'en profite, il y a un projet là dans le SEMRAX, hein, c'est SmartMC, c'est des améliorations de la méthode de Monte-Carlo où donc on étudie des rejets d'incréments qui conduisent à une augmentation trop importante de l'énergie. Voilà, donc un petit coup de pub pour ceux qui vont faire ce projet. Je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Alors, ensuite, les modèles de milieu continu. Donc, on est un petit peu à la limite de validité de ces modèles, hein, puisqu'on est à des échelles nanométriques, donc c'est limite, mais quand même, ces modèles de milieu continu nous renseignent sur le comportement du milieu. Alors, une façon de décrire cela, c'est une équation de Poisson pour le potentiel électrostatique. Donc, rappelez-vous, il y a des charges à la surface des feuillets, donc il y a un champ électrostatique. Ensuite, on écrit un bilan de masse pour les ions en solution. Et éventuellement un écoulement, par exemple les équations de Stokes. Alors un point important, c'est comment les ions en solution interagissent-ils et le cas idéal donc conduit en fait à ce qu'on appelle la fonctionnelle de Poisson-Boltzmann et on peut voir que la solution de ce problème peut également se voir comme une minimisation d'une énergie libre. Hein, mais en fait, et ça c'est des résultats d'une thèse qui a été financée par l'ANDRA, là, dirigé par Tony Lelièvre, Gabriel Stolz et moi. Donc,
les écarts à l'idéalité, donc en solution, conduisent justement à des comportements observés expérimentalement et intéressants. Par exemple, l'écrantage des charges surfaciques qui fait que du fait d'une situation due au fort confinement, donc quelque part, la minimisation va vous conduire à des concentrations de contrions beaucoup plus importantes près des parois et donc à un écrantage des charges surfaciques. Ce qui fait que la pression osmotique va être plus petite. Donc voilà un effet qu'on peut prédire par de tels modèles. Alors à mon avis, un défi majeur pour ces modèles aux très petites échelles, c'est de faire le changement d'échelle. Bon, alors on part du nanomètre et on peut aller jusqu'au kilomètre. Je vous ai parlé de réseaux kilométriques de galeries, donc je veux dire, ça fait beaucoup, mais je pense que chaque changement d'échelle a ses difficultés, mais je pense que celui qui est le plus difficile et le plus riche scientifiquement, c'est le premier, celui qui part du nano et qui va, disons, jusqu'à la fraction du micron, donc du feuillet vers le polycristal. Je pense que là, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de choses à voir, et donc c'est un sujet qui est émergent et qui mobilise du monde. Et en particulier, donc là, je mentionne également un autre projet du SEMRAX, HOMOG-POR, qui va donc traiter de ces questions. Alors d'autres contributions des mathématiques appliquées dans ce contexte, ça peut être également les algorithmes efficaces pour traiter des grandes échelles de temps ou d'espace, le couplage dynamique moléculaire et mécanique des milieux continus. Bon, alors deuxième exemple, c'est les estimations a posteriori. Donc là, je vous donne un cadre général très simple. On se donne une solution exacte, on l'appelle petit u, elle est bien sûr inconnue. On se donne une solution approchée U delta. Delta, c'est un paramètre d'approximation, par exemple une discrétisation, dans ce cas on l'appellerait H, et elle est connue, U delta. Ensuite, on a une mesure d'erreur, alors ça peut être une norme ou autre chose, une quantité d'intérêt. Elle mesure une distance entre U et U delta, et on appelle ça J. Et ensuite, on a un estimateur qu'on appelle eta, qui dépend de la solution approchée, et donc qui est calculable, et qui est calculable facilement. Je ne rentre pas dans les détails techniques de comment le calculer, mais voilà, on peut le calculer facilement à partir de la connaissance de la solution approchée U delta. Donc c'est un léger surcoût de calcul pour avoir cet estimateur. Alors quelles sont les propriétés qu'on souhaite obtenir? La première, c'est une borne supérieure garantie qui vous dit que la mesure de l'erreur est plus petite que votre estimateur. Donc ça c'est très important parce que ça permet déjà de certifier le calcul. Là, le membre de droite est calculable. Vous avez U delta, hop, vous évaluez l'estimateur, et bien vous savez voilà, que votre erreur est majorée par cette quantité. Et comme il n'y a pas de constante générique, quand on parle de borne garantie, c'est vraiment une valeur qui vous borne. Alors, vous avez une borne dans l'autre sens qui est également importante parce que là, finalement, ce n'est pas très dur en surestimant. Donc, quelque part, il faut éviter de trop surestimer l'erreur. Donc, l'inégalité dans l'autre sens, on l'appelle efficacité. Et en général, elle s'exprime avec une constante générique dont on ne connaît pas la valeur exacte, 4,5 ou 5,6, etc. Par contre, ce qu'on sait, ça c'est le concept de robustesse, c'est que cette constante, on souhaiterait l'avoir indépendante des paramètres phénoménologiques, comme le nombre de Peclet, des non-linéarités, des temps de simulation, des échelles de longueur, etc. Et l'indice d'efficacité fait référence au rapport entre l'estimateur et la mesure d'erreur, et on souhaiterait le voir le plus proche de 1 possible. Alors voici un exemple. C'est l'écoulement de Darcy, ce qui est finalement le modèle le plus simple pour décrire un écoulement en milieu poreux, qui revient à une équation de diffusion, où ici l'inconnu U s'interprète comme une pression ou une charge hydraulique, et qui ici fait intervenir non pas un gentil coefficient scalaire, mais en général dans les milieux poreux c'est un tenseur, donc c'est une matrice symétrique positive, S, qu'on appelle la perméabilité hydraulique. Et par exemple, on peut utiliser la méthode des éléments finis pour obtenir une solution approchée, utiliser ici une norme classique qui serait la norme H1, donc une norme d'énergie. Alors, une idée intéressante, c'est d'utiliser un peu la physique pour obtenir des estimateurs. En particulier, bon, le flux exact phi, c'est moins s grad U, donc vous voyez l'appareil ici. Et ce flux, en fait, sa divergence vous donne le terme source, et en fait, il est conservatif au sens où sa composante normale à l'interface entre deux mailles, mettons, est continue. Ce qui sort d'une maille rentre dans la voisine. D'accord, ça c'est la conservativité, c'est une propriété très importante.
Et en fait, je le dis de façon un petit peu paradoxale, mais c'est vrai, grâce à la conservativité des éléments finis, alors qu'on ne les attendait pas nécessairement sur ce terrain-là, on attendait plutôt les volumes finis, mais les éléments finis aussi ont des propriétés de conservativité, on peut construire facilement et localement un flux approché qui lui aussi est conservatif et qui approche bien le terme source. Et du coup, l'estimateur, c'est la différence entre le flux reconstruit et le gradient de la solution exacte, essentiellement. Donc ça remonte à des travaux Prager-Sinch 47. Bon, et après, donc c'est l'école française autour de l'Advez à Cachan, et bon, il y a eu des développements récents. Voilà. Alors cette approche est très intéressante parce qu'elle vous fournit une borne garantie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constante générique comme dans l'approche classique que vous ne savez pas évaluer. Vous avez la constante, souvent c'est 1 sur pi, la constante qui intervient dans le calcul de l'estimateur. Donc voilà, vous avez une certification de votre calcul. Et puis l'autre chose qui est intéressante du point de vue théorique, c'est que vous n'utilisez pas le schéma de façon explicite et que donc vous pouvez faire un traitement unifié pour une large classe de schémas. Alors, à quoi ça sert l'estimation a posteriori, à part certifier des calculs? Ça sert aussi à les optimiser, donc à finalement obtenir des solutions plus rapidement. Et en particulier, une idée pour optimiser les calculs, c'est d'adapter les maillages. Alors bon, là c'est un dessin un peu académique. Hein, vous voyez, vous avez des grosses mailles et loin de la singularité. Et puis ici, on raffine. Et ce dessin vous montre que quelque part là, vous avez l'erreur réelle et ici l'erreur estimée. Et que ma foi, vous voyez, on peut bien localiser l'estimateur d'erreur. Donc ça c'est important pour continuer à raffiner le maillage parce que quelque part, voilà, l'estimateur vous dit où est-ce qu'il faudrait porter l'effort de calcul pour améliorer et diminuer encore l'erreur. Alors je voudrais terminer par juste quelques slides, quelques transparences sur les incertitudes qui donc entreront un petit peu en écho avec ce que par exemple vous a présenté ce matin Jocelyn Garnier. Donc, de façon très, très schématique, dans une simulation, il y a plusieurs sélections, plusieurs ingrédients. Tout d'abord, un modèle, donc des équations dérivées partielles hein, pour représenter les processus. Ensuite, une méthode numérique, alors j'entends discrétisation et solver pour approcher la solution de ces équations. Et ensuite, un jeu de données hein, pour nourrir un petit peu le modèle, donc des paramètres qui peuvent quantifier des conditions limites, des paramètres phénoménologiques, des termes sources, etc. Alors, le point numéro 2, les méthodes numériques, donc les transparents précédents vous ont, j'espère, donné un sentiment sur ce qu'on peut faire pour estimer les erreurs de discrétisation ou aussi les erreurs liées à des solvers. Tout ça, c'est, je dirais, un domaine qui est relativement bien cerné. Le premier domaine, à mon avis, est assez mal cerné. En tout cas, bon, on a vraiment besoin encore d'avancer là-dessus. Hein. C'est, ma foi, on n'a pas choisi la bonne EDP pour représenter, si c'est pas Darcy, mais si c'est autre chose. Bon, c'est pas la même chose, vous voyez, que de dire, ok, c'est Darcy, mais peut-être le coefficient dans Darcy n'est pas bon. Bon, alors. Ici, je me concentrais sur ce troisième aspect qui est purement paramétrique. J'accepte mes EDP, elles ont des paramètres et je me pose la question de la pertinence de ces paramètres, quels impacts ils ont sur la solution ou sur une observable, hein, donc une fonctionnelle de la solution, comment quantifier cet impact, éventuellement, est-ce que je peux donner des indications permettant de réduire cet impact. Alors voici un exemple, toujours lié au stockage des déchets radioactifs. Donc on prend un site de stockage idéalisé, ici bidimensionnel. Alors voici ici le site de stockage, voici le milieu géologique, c'est pas du tout à l'échelle, puisque ça c'est 20 km et ça c'est 500 mètres. Mais bon, sinon ça ferait un rectangle très très aplati comme ça, donc quelque part on a déformé un petit peu pour y voir quelque chose. Et ça vous montre la concentration d'iode 129 à 500 000 ans dans un modèle. Voilà, bon. Alors, ce modèle, c'est quoi? Alors d'abord, il faut trouver les écoulements. Alors on suppose ici qu'ils sont stationnaires, qu'il n'y a pas de gaz. C'est un modèle de Darcy, donc vous voyez, c'est un modèle très simple. Ensuite, une fois qu'on a le modèle d'écoulement, il va nous servir à transporter des radionucléides qui sont progressivement relâchés suite à la dégradation des barrières de confinement, dont je vous ai parlé, à l'horizon du millier ou de dizaines de milliers d'années. Et donc, il y a un transport essentiellement diffusif, d'accord, mais qui fait aussi intervenir un peu la convection et la réaction. Et donc, à l'arrivée, on a 4 couches géologiques. Ici, ouais, une couche de surface. Ici, ce qu'on appelle... ça, c'est les horizons... ça, c'est des couches un petit peu moins perméables. Ça, c'est l'argilite. Et ça, c'est donc une couche plus profonde. Et donc, 4 couches. Et ça nous fait en tout 12 paramètres. Hein. Bon, on pourra en prendre plus, mais là... Pour fixer les idées, on a 12 paramètres qui décrivent les propriétés des couches, aussi bien leur conductivité que le transport diffusif des éléments en solution.
Et on va prendre une observable phi toute simple, hein, c'est le flux à un exutoire. Bon, donc vous voyez qu'un choix des 12 paramètres, c'est une simulation. Alors c'est cher une simulation, hein, ça donne un peu un exemple concret hein, du coup de juste une évaluation de la fonction f, comme disait Jocelyn Garnier ce matin. Et puis ça, c'est juste un résultat. Alors, on va adopter une approche paramétrique, c'est-à-dire qu'on va supposer que nos 12 paramètres, en fait, on en connaît une paramétrisation par des variables aléatoires, qu'on va supposer, donc c'est des grosses hypothèses, hein, j'entends bien, indépendantes, identiquement distribuées, on se donne une loi, et essentiellement l'idée, c'est que notre observable phi, on va chercher à approcher la dépendance fonctionnelle en xi. Bon, alors il y a plusieurs améliorations possibles, par exemple prise en compte d'observations pour améliorer cette paramétrisation a priori, éventuellement essayer de minimiser l'information introduite, des choses comme ça. Mais bon, restons-en à ce cadre relativement simple. Donc vous voyez, l'idée c'est que la fonctionnelle phi de xi, je vais chercher à la représenter de manière approchée par le biais de fonctions que je me donne a priori. Alors c'est typiquement ce qu'on appelle des polynômes de chaos, donc c'est des bases polynomiales qui sont associées à la PDF hein, des variables qui ont servi à paramétriser mes incertitudes. Et ce que je cherche in fine, ça va être ces coefficients phi alpha. Alors une fois que je dispose d'une telle représentation, je peux faire plein de choses. Un peu, là aussi c'est ce que vous disiez Jocelyn Garnier ce matin, donc vous pouvez estimer les premiers moments. Hein. Vous pouvez estimer également des indices de sensibilité. Par exemple, vous pouvez faire une analyse de la variance qu'on appelle ANOVA, qui vous donne les paramètres les plus influents sur la variance de l'observable. Et tout ça, c'est viable quand n n'est pas trop grand, donc un peu comme dans l'exposé de Gilles Paget ce matin. Hein. Pour moi, pas trop grand, c'est 10 aussi. Hein. Je veux dire, après 10, ça commence à être très, très, très cher. Alors, voici un exemple de résultat pour terminer. Donc, c'est tiré de la thèse de Thierry Cresto, soutenu à Paris 13 au CEA. Donc c'est une approche non intrusive qui veut dire qu'on utilise de façon répétée le code déterministe hein, et qui, par exemple ici, vous présente les résultats sous cette forme-là. Ça, c'est des indices de sensibilité. Vous avez vos 12 paramètres qui ici, bon voilà, c'est pas les pinsons de Darwin, mais c'est aussi une belle rose comme ça avec 12 sommets. Et puis ça, c'est la longueur du segment ici, c'est l'indice de sensibilité. Donc finalement, voilà. Si vous faites une nouvelle campagne de mesure pour affiner votre connaissance du milieu, quelque part, voilà, les paramètres qu'il vaudrait mieux connaître pour réduire la variabilité de votre observable, c'est la conductivité de la couche argileuse cassée, puis celle-là, c'est un coefficient de diffusion aussi. Voilà. Donc sur les 12 paramètres, voici les deux qui sont en priorité responsables. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de choses que vous pouvez faire. Alors pour terminer, j'espère vous avoir un petit peu sensibilisé à l'importance des enjeux autour de cette question du stockage des déchets radioactifs, aussi bien technologiques, économiques et sociétaux, etc. Et bon, je pense hein, que la France compte parmi les leaders hein, de la R&D sur le sujet, parce qu'il y a eu vraiment un très grand effort qui a été consacré à développer des connaissances dans beaucoup de domaines, non seulement en mathématiques appliquées, mais également en chimie, en mécanique, etc. Donc il y a vraiment eu une mobilisation importante dans diverses communautés scientifiques. Alors, en modélisation mathématique, un point qui me semble très intéressant, c'est que voilà, pour vraiment avancer, il faut être à l'interface d'autres disciplines. Hein, il faut aller vraiment discuter avec les physico-chimistes, par exemple, pour qu'ils vous expliquent un peu leur modèle aux échelles du feuillet, aux échelles moléculaires, les mécaniciens pour qu'ils vous expliquent un peu leur modèle d'endommagement, etc. Donc c'est vraiment à l'interface d'autres disciplines que cela se joue. Bon, c'est souvent le cas de nos jours. Et voilà, pour résumer, c'était un peu pour lancer ce qui viendra après la petite pause, je crois, hein, les apports possibles des maths applis dans le domaine du stockage des déchets radioactifs. Donc là, j'ai mentionné 5 points qu'on a un petit peu entrevus dans l'exposé. Donc tout d'abord, consolider les bases mathématiques, c'est-à-dire voir si les problèmes sont bien posés, hein, parce qu'il y a plein de modèles multiphysiques qui sont proposés, il y a plein de processus, vous voyez, donc comprendre un petit peu les bases de ces modèles. Alors, un deuxième point, c'est simuler la matière aux très petites échelles et ensuite développer des modèles homogénéisés, notamment hein, pour ce changement d'échelle du feuillet vers le polycristal. Là, je pense que ça aiderait beaucoup à la compréhension des propriétés fines de la roche. Bon, alors, concevoir des méthodes numériques robustes, ça, j'en ai pas parlé par manque de temps, hein, mais c'est bien sûr toujours un des cœurs de métier là, des maths applis. Améliorer les performances du calcul intensif, là aussi, parce que de toute façon, on va faire des gros calculs
pour étudier le comportement du système. Et puis la dernière partie de mon exposé, ça vous a juste éclairé un petit peu là dans ce contexte-là, sur comment les maths applis peuvent aider d'une part à explorer les incertitudes, éventuellement à les formuler de façon plus mathématique, ensuite à pouvoir les quantifier et éventuellement à pouvoir les réduire. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, à une échelle de millions d'années, qu'est-ce qu'on pense être le processus qui sera le responsable de plus de fuites de radioéléments vers l'extérieur de cette zone de confinement? En fait, il n'y a pas de processus qui est responsable de plus de fuites. À l'échelle du millier, voire de la dizaine de milliers d'années au mieux, toutes les barrières ouvragées sont dégradées. Et donc, les radionucléides vont lentement diffuser dans la géosphère. Donc, le processus dominant est un processus de diffusion à travers la géosphère, l'échelle verticale 500 mètres, les échelles horizontales dizaines de kilomètres. Donc ça, on est sûr que le processus en question, c'est bien un processus de diffusion? Alors, on est sûr de rien, hein, je pense, mais on a fait beaucoup d'études. Je vous ai montré un slide sur le laboratoire souterrain, donc on a 30 km de carottes, on a beaucoup d'études qui indiquent que c'est le scénario le plus crédible. Après, il faut de toute façon prendre des décisions en milieu incertain. Mais c'est effectivement, les études actuelles le montrent. Maintenant, on est sûr de rien. Moi, c'est une question qui pose sur les déchets TFA. La valeur était donnée en becquerel, alors qu'avant c'était déciverte. À partir de quand on arrête de considérer que c'est un déchet TFA et que c'est un caillou? Alors, tout d'abord, je pense que dans la classification du type de déchet, sauf erreur de ma part, je reviens ici, voilà, c'est toujours des becquerels, hein. D'accord, donc là, vous voyez les 5 classes, c'est toujours par becquerel, et là aussi c'est une échelle logarithmique, hein, milliards, millions, dizaines de milliers, centaines et dizaines, hein. D'accord, donc quelque part, voilà, donc les niveaux d'activité lorsqu'on classifie les déchets, c'est toujours du becquerel. Après, les becquerels, ça ne nous renseigne pas sur l'impact lorsqu'on est exposé à ces déchets. Et donc ça, c'est une autre unité qui fait l'objet de calculs plus compliqués que je ne serais pas moi-même en mesure de vous décrire complètement. Mais voilà, et ça porte une autre unité. Et pour moi, la façon la plus concrète de vous présenter cette autre unité qui est le millisievert, c'est de vous donner ces éléments de contexte pour vous faire un peu sentir ce que ça peut être des millisieverts. Quel est l'intérêt de protéger les déchets? C'est-à-dire, pourquoi ne pas se mettre immédiatement en situation de, comment vous dites, diffusion dans la géosphère? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Je pense tout simplement qu'on essaye de protéger au mieux les travailleurs. Et donc là, c'est des échelles qui ne sont pas 10 000 ans. On va dire que c'est l'échelle de 100 ans. Après, bon, quelque part, on espère que les barrières vont rester un petit peu. Alors 10 000 ans, je pense que c'est une fourchette haute. Quelque part, elles vont un petit peu rester. Mais voilà, leur intérêt, c'est de protéger essentiellement les hommes lorsqu'ils y travaillent, hein. Et puis d'essayer de faire au mieux, tant qu'à faire. Mais voilà. Oui, dans la mesure où la radioactivité embête surtout le vivant, dans la mesure où on veut prévoir quelque chose à temps long, pourquoi ne pas intégrer ce que va apporter la robotique dans quelques années et tout ce que ça autorisera de capacité de repenser le problème au fur et à mesure, puisque des robots pourront probablement aller reconditionner ce qui n'est pas conditionnable par des hommes. Alors effectivement, donc tout ce qui concerne les progrès futurs que les hommes accompliront, et je souhaite qu'ils soient nombreux, c'est plus ou moins intégré dans la vision de réversibilité. C'est-à-dire que voilà, quelque part, on a 50 ans pour le coup de génie, 100 ans. Après, voilà, si on n'a pas le coup de génie des robots ou autre chose, bon voilà, quelque part, les déchets ils vont être stockés et là, on ne pourra plus les retirer. Ça, c'est la notion de réversibilité, cherche quelque part à répondre à cette observation que vous faites, comme quoi, effectivement, quelqu'un pourra avoir une idée pour retraiter les déchets ou pour les manipuler de façon beaucoup plus performante que ce qu'on envisage actuellement. Voilà, donc quelque part, on a 50 à 100 ans devant tout.